projet de loi de finances pour 2017. Nous allons, mes chers collègues, aborder la discussion générale. Monsieur Paul Jacob est le premier inscrit pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour une durée de 15 minutes. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Rabindranath Tagore était un auteur bengali qui a obtenu en 1913 le prix Nobel littérature et qui a écrit entre autres La maison et le monde. Alors je m'en inspire modestement puisque ce soir, de manière nettement moins poétique, je voudrais vous dire quelques mots du monde, c'est-à-dire de la conjoncture internationale qui s'impose à nous tous, et de la maison, et plus particulièrement, Monsieur le Ministre, et très égoïstement de la mienne, c'est-à-dire de la Corse, qui n'en est pas encore à prendre feu, mais dans laquelle il vaudrait mieux éviter chaque année de faire craquer des allumettes fiscales par lesquelles on voudrait incendier sauvagement des pans entiers d'une législation finalement peu coûteuse et tout à fait justifiée. Je m'empresse de dire que l'incendiaire n'est pas sur le banc du gouvernement et les incendiaires ne sont pas sur les bancs du gouvernement. Je dirais plutôt qu'en l'espèce, le gouvernement est dans le rôle de pompier, même s'il a bien d'autres feux à éteindre par ailleurs. Alors la conjoncture internationale, elle n'évolue pas bien, chacun le sait. Pendant des années après la crise de 2007, en gros, depuis 2009, les institutions internationales, les commentateurs nous ont dit que ça allait aller mieux. Ben, ce n'est pas aller mieux parce que ce genre de crise, ça met beaucoup de temps à se régler. Aujourd'hui, même le FMI semble avoir compris qu'on est condamné dans le monde occidental à une croissance inférieure à 2%. Mais ce n'est pas le plus grave, cette quasi-stagnation. Ce qui est plutôt plus grave, par exemple, c'est la remontée des taux d'intérêt. Alors modeste pour le moment, puisqu'en substance, on nous dit qu'aux États-Unis d'Amérique, sitôt l'élection passée, on aura une remontée de taux d'intérêt très inférieure à 1 point, mais tout de même non négligeable. Et je dois le dire, Monsieur le Ministre, à ce stade du raisonnement, on peut difficilement taxer ce budget d'une non prise en compte des phénomènes de hausse du taux d'intérêt, puisque de toute façon, vous avez prévu une hausse du taux d'intérêt de 1% sur l'année 2017, si j'ai bien lu, ce qui est déjà tout à fait, à ce stade, mais j'y reviendrai, raisonnable. Et puis alors, on se lance dans la comparaison des prévisions de taux de croissance. Là, je suis extrêmement étonné parce qu'on nous a tout un discours pour dire le gouvernement, présenté ce soir par Christian Eckert, nous dit un 5. Et puis l'INSEE nous dit un 3. Bon, peut-être, je ne sais pas. Je ne vais pas me lancer dans une comparaison entre les transparences respectives de la boule de cristal de l'INSEE et de la boule de cristal du secrétaire d'État au budget et plus généralement de Bercy, qui sont d'ailleurs à peu près du même degré de transparence, du même tonneau, utilisant en gros les mêmes raisonnements, à peu près de la même manière, etc. Mais admettons qu'ils aient raison, et qu'effectivement ce soit la fourchette basse. Un 3 au lieu d'être un 5, ça fait quand même jamais que 0,2 de différence. La question que je posais tout à l'heure, comment avec 0,2 de différence de PIB, on arriverait à un écart de déficit, en termes de rapport par rapport au PIB, extravagant de l'ordre de pratiquement 1 point. C'est idiot. Faites le calcul de toutes les manières que vous voudrez et vous aurez péniblement un écart de 0,1 point en termes de déficit, de creusement du déficit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir effectivement 2,7, comme le prévoit le gouvernement, si c'est l'INSEE qui expose à raison, je me rassure, on saura qui a raison dans 4 ans, définitivement. Donc à ce moment-là, j'espère qu'on s'occupera d'autre chose. Eh bien, ce sera donc de 8 peut-être, et non pas de 7. Très franchement, tout le monde se fiche éperdument de savoir si c'est de 8. Ça n'est pas, en économie, une grandeur significative. C'est, sur l'année, quelque chose qui est très en deçà de la capacité de prévoir, ou même de mesurer, et effectivement, ex post, on pourra dire, ça a induit de manière très précise une baisse ou une hausse du déficit de cet ordre-là. Alors, nous sommes donc là en dehors du sujet. S'agissant des taux d'intérêt, ils vont donc remonter sur l'année, mettons de 1 point. Ça n'est pas grand-chose et ça a été intégré dans la prévision du gouvernement à ce stade. Cela étant,
C'est vrai que si le taux d'intérêt se maintenait ne serait-ce qu'à 1 point de plus pendant un certain nombre d'années, non pas qu'il augmente d'1 point chaque année, mais dans la mesure où chaque année nous augmentons, nous recourons à l'endettement sur l'année, beaucoup plus que le déficit de l'année, puisqu'en réalité nous sommes obligés de renouveler. Nous sommes obligés d'emprunter pour le déficit de l'année de l'État, puis nous sommes obligés de renouveler les emprunts antérieurs, et pour un montant très supérieur, puisqu'on doit emprunter combien, 200 milliards, 220 milliards par an à peu près. Et on rembourse un peu moins, monsieur le ministre, mais enfin, c'est quand même plus que le déficit de l'année. Et pour autant que l'on se trouve dans une période où le taux d'emprunt, aujourd'hui, serait supérieur à ce qu'il était il y a 7-8 ans, ce qui ne doit pas d'ailleurs être le cas, même sûrement pas le cas, disons qu'à terme, la hausse des taux d'intérêt pourrait être un problème, mais pour le moment, à terme prévisible, pas vraiment. Alors, je sais bien qu'il est arrivé des économistes distingués, des gouverneurs de banque centrale qui ont imposé des taux d'intérêt réels monstrueux. Je cite toujours Paul Volcker, qui est toujours en vie, donc ce n'était pas il y a si longtemps que ça, c'est le début des années 80, qui avait imposé des taux d'intérêt réels aux États-Unis d'Amérique de 17%, des taux d'intérêt réels de 17%. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt réels sur le taux de base des banques centrales qui est plutôt à 0, ou à 0 et à 1 millimètre, et quelquefois à moins que 0. Par conséquent, nous sommes loin de cette époque-là. Ça peut cependant un jour arriver, mais là, c'est vraiment de la politique fiction. Et en tout cas, quand bien même on serait persuadé que ça va arriver, le gouvernement peut difficilement en tenir compte sur le budget 2017, puisque, en tout état de cause, ça se produira certainement pas sur l'exercice 2017. Alors, il reste quand même, là aussi, on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas en tenir, de ne pas en tenir compte, puisqu'il s'agit de quelque chose qui va produire des effets plus tard. On peut avoir effectivement aujourd'hui une explosion de bulles spéculatives. On est quand même dans une situation extravagante. Une bulle immobilière en Chine ou à Shanghai, les prix des terrains sont au triple de Manhattan. Une bulle financière en Chine, et plus exactement une bulle des créances bancaires aussi, partout un retour à des bulles immobilières, et plus généralement à une surévaluation désormais chronique des marchés financiers, et ceci s'expliquant d'ailleurs par une liquidité de l'économie historiquement plus forte qu'elle n'a jamais été dans l'histoire, en tout cas plus forte, en augmentation plus que significative par rapport à l'année ayant précédé la crise de 2007, c'est-à-dire par rapport à l'année 2006 ou le début de l'année 2007. Aujourd'hui, on nous raconte dans la Vulgate publique, pas celle de la République française, celle du monde international de l'économie, on nous raconte que l'économie recèlerait moins de risques, même à niveau de bulle équivalent, qu'en 2007, parce que nous aurions été capables de mieux contrôler les banques par une réglementation appropriée et soudain étrangement efficace. Il se trouve que cette soi-disant évidence est absolument fausse. Et je me réfère de manière très précise à une lecture académique qui fait, je crois, tout de même autorité, qui a été publiée en septembre de cette année, septembre 2016, par messieurs Sarin et Summers de l'université d'Harvard, et qui s'intitule « Have the big banks gotten safer ?» Est-ce que les grandes banques sont devenues plus sûres? Eh bien, on démontre le contraire, le risque est plus grand qu'il n'était avant la crise, en dépit d'une réglementation envahissante et très sophistiquée, et peut-être par certains côtés à cause de cette réglementation. Je signale qu'un des deux auteurs, donc professeur à Harvard, s'appelle Summers parce qu'il s'appelle Lawrence Summers et qu'il était précédemment conseiller économique du président Obama. S'agissant maintenant, Monsieur le ministre, vous me voyez désolé de vous contrarier à cette heure, mais je ne vais pas vous contrarier beaucoup. S'agissant de la maison corse, ce que l'on doit attendre pour la maison corse en matière fiscale, c'est certainement pas de la tolérance excessive ou d'admettre des situations qui n'auraient pas de justification. Ce qu'on peut admettre en revanche, et ce qu'on peut attendre, c'est l'apaisement, l'apurement et plutôt l'encouragement. En tout cas, on ne peut pas accepter que certaines institutions et parfois certaines personnes, voire certains collègues, se mettent de manière récurrente, voire obsessionnelle, à nous dire que la Corse bénéficie d'avantages indus
voulant faire de notre île, dans un pays qui compte en général plus d'exceptions qu'il n'y a de règles et plus de niches fiscales qu'il n'y a de catégories de contribuables, une sorte de symbole de la dérogation. Alors il y a bien des recoins sombres dans le maquis fiscal national, mais il ne se trouve pas essentiellement en Corse, qui est pourtant l'île du maquis. L'apurement, ce que j'appelle l'apurement, ce n'est pas la normalisation au sens d'un alignement sur la norme nationale, mais c'est d'abord d'améliorer régulièrement le recouvrement des impositions de toute nature en Corse, et c'est ce qui se passe sur la durée, notamment par exemple pour le taux de recouvrement des impôts des particuliers, qui s'est considérablement amélioré, même s'il reste aujourd'hui, en atteignant près de 97%, inférieur à celui observé sur le continent, qui n'est pas la perfection, puisqu'il se situe à 98,7%. La perfection n'est pas de ce monde, on tend à s'en approcher. L'apurement, c'est peut-être effectivement une clarification consistant à ce que des impôts qui ne sont pas perçus sur la base de décisions ministérielles très anciennes et toujours renouvelées, ou parfois depuis plus de 2 siècles, en se fondant sur des textes de valeur législative, mais qui mériteraient d'être modernisés, la clarification consisterait à donner une base à la fois légale dans la forme et récente dans l'expression. Parce que c'est vrai que quand une exception repose sur un texte ou sur une pratique qui a plus de 200 ans ou pas loin de 200 ans, ça pose un problème. Mais je voudrais prendre l'exemple des ventes de vins produits et consommés en Corse, qui ne sont pas assujettis à la TVA, pour ceux qui sont produits et consommés en Corse, une situation qui découle d'une application constante par la Direction générale des finances publiques de travaux parlementaires qui remontent exactement au 17 octobre 1967 dans cette même Assemblée, une réponse d'un ministre très claire. Mais s'il est possible et légitime que le gouvernement, appliquant la loi, même en matière fiscale, en s'appuyant dans son interprétation sur des travaux parlementaires, il serait vraiment préférable qu'une disposition légale, nouvelle, explicite, conforte cette application du droit fiscal. Mais sur le fond, il n'est pas scandaleux du tout que la filière viticole en Corse continue de bénéficier de cet avantage, tant il est vrai qu'en réalité, il est tout de même beaucoup plus coûteux et plus difficile de produire du vin en Corse parce que, par exemple, il y a un surcoût sur l'ensemble des intrants d'au moins 12 à 15%, ne serait-ce d'ailleurs que sur les bouteilles, pour faire venir du continent le matériel de vinification, les emballages, les bouchons et les bouteilles. Au passage, la Cour des comptes fait un calcul que je n'arrive pas à comprendre en disant qu'il résulte de cette règle un coût de 50 millions d'euros pour l'État par an. Comment peut-on avoir 50 millions d'euros d'économie avec une taxe à 20% sur un chiffre d'affaires global de 160 et sur laquelle la règle que l'on critique, en réalité, ne porte que sur un montant de chiffre d'affaires bien inférieur, uniquement ce qui est produit et consommé en Corse. Et en réalité, le coût de cette mesure pour le budget de la République, c'est de l'ordre de 12 millions d'euros par an, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui en même temps est très faible et probablement inférieur au surcoût que fait peser à la filière le simple phénomène d'insularité. L'apaisement et la clarification sur la Corse, c'est de sortir enfin, Monsieur le ministre, de la fameuse affaire des arrêtés Miot, dans des conditions raisonnables et acceptables, sur la base de ce que les parlementaires corses vous ont proposé, et qui d'ailleurs consiste tout de même en un alignement à terme sur le droit commun, qui deviendra total le jour où la situation de notre foncier sera réellement comparable en matière de titrage et d'indivision à la situation qui prévaut ailleurs dans la République, et notamment sur le continent. À cet égard, je sais que vous êtes très attentif à cette situation, et je signale au passage que ce qui sera fait dans la loi s'appliquera non seulement à la Corse, mais également à toutes les situations où l'on retrouve une difficulté quant au titrage et à l'indivision. Je voudrais aussi rappeler malgré tout que l'équité et l'égalité, ce n'est pas appliquer la même règle à des situations différentes, c'est appliquer des situations et des règles effectivement identiques quand la situation est la même, et des règles différenciées lorsque c'est justifié par la différence de situation. C'est ça la règle d'égalité, d'équité, appelons-les comme l'on voudra. Alors, il y a dans le droit français fiscal toute une série de différences rationnelles aussi, en fonction du territoire. Et
si l'on veut, pour le démontrer, les députés de la Corse pourraient, parce qu'ils sont aussi ceux de la nation tout entière, s'attaquer à des dispositions dérogatoires dont bénéficient d'autres parties du territoire national. Enfin, l'encouragement dans la fiscalité de la Corse, c'est admettre parfois qu'il faut aller un peu plus loin sur ce territoire ou dans d'autres qui peuvent lui ressembler eu égard à des caractères insulaires, montagneux ou très ruraux. C'est ce que modestement je proposerai, Monsieur le Ministre, en matière de fiscalité de la recherche et du développement au titre du CUR et du C2I, pour ne citer que ces exemples. J'ajoute enfin, à conclure. Je conclus, Madame la Présidente, bien sûr, Monsieur le Ministre, que les parlementaires de la Corse sont unanimes à souhaiter des débats sereins sur tous ces points, qu'ils se réjouissent de votre écoute et de votre compréhension, même si, bien entendu, ils savent que vous avez des impératifs, non pas pour embêter la Corse, mais pour assurer une égalité de traitement globale de l'ensemble de la République. C'est la raison pour laquelle vous nous trouverez certainement tout à fait actifs, mais en même temps compréhensifs, comme nous savons l'être. Enfin, je voudrais vous dire que notre groupe, Madame la Présidente, dans un instant, n'a pas toujours été enthousiaste, par exemple, et en particulier notre président Roger Gérard Schwarzenberg, sur un certain nombre de dispositifs, par exemple le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Notre président de groupe a longtemps plaidé pour un suivi et une évaluation du CICE. Il a eu raison, puisque aujourd'hui, l'évaluation et le suivi ne donnent pas des résultats d'analyse ébouriffants en termes d'emploi et d'investissement, mais c'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Une fois que l'on a rappelé tout ça dans la maison et le monde, Monsieur le Ministre, eh bien, vous savez que vous pouvez compter sur la loyauté de notre groupe, même si, vous le savez aussi, la parole est tout de même libre. Merci, Monsieur Jacob.